L'inclusion scolaire et la question des AESH, un point clé du budget de l'État, alors que les avancées se font toujours attendre, évidemment, du côté de l'éducation. En cette fin d'année 2025, eh bien, où en est la situation de l'école face au handicap? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Sébastien Le Goff. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du groupe Polyhandicap France, directeur général de l'association Les Tout-Petits. Jean-Marc Marx, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national de la CFDT, éducation, formation, recherche publique, en charge du dossier sur l'école inclusive. L'école inclusive, évidemment, on va y venir, c'est un grand sujet, un sujet dont on parle beaucoup ici dans le Grand JT, vous le savez. Mais avant cela, l'actu, bien évidemment, c'est la bonne nouvelle. Une des bonnes nouvelles, tous les fauteuils roulants, quels qu'ils soient, seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Ça veut dire un accès à tous. C'était une promesse présidentielle qui date de 2023. Elle a été respectée par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une première européenne? En tout cas, est-ce que vous le savez de votre côté, Sébastien Le Goff? Ah oui, en effet, c'est une première européenne. Ça a été réannoncé et réaffirmé au moment de la CNH, le Comité national du handicap. On est ravis. Alors, APF France Handicap a énormément porté à cette mesure-là. Donc, on est vraiment ravis que cette mesure puisse se mettre en place, puisqu'il y a des milliers de personnes qui vont pouvoir avoir enfin accès à un fauteuil. Il faut savoir qu'un fauteuil, c'est quand même le prolongement de soi-même quand on est en situation de handicap. C'est ses jambes quand on n'en a pas. Et que pour ça, c'est vraiment une chose assez exceptionnelle. Alors pour nous, c'est quand même exceptionnel, mais ça reste un petit pas. C'est pas encore finalisé. C'est-à-dire qu'un fauteuil roulant, c'est très bien, mais ça vient avec la notion d'accessibilité. Évidemment, l'accessibilité, la mobilité de manière générale. Juste pour se rendre compte, ça touche combien de personnes en France à peu près ? Alors pour le coup, je ne pourrais pas vous dire, mais ça touche des milliers de personnes qui sont aujourd'hui sans solution, c'est-à-dire sans fauteuil roulant. Oui, exactement. Reconnaître effectivement ce besoin, qui est un besoin premier, c'est reconnaître un droit fondamental, en fait, le droit à la mobilité. Alors, reconnaître ce droit-là, oui, en effet, vous avez tout à fait raison, mais c'est surtout reconnaître la personne dans son intégralité. Sachant que quand on est en situation de handicap et qu'on a besoin d'un fauteuil, on a besoin de mobilité, et que cette mobilité, elle est quand même nécessaire. Ce fauteuil, il est indispensable. Un coût à assumer effectivement auparavant par les personnes justement qui étaient concernées par le handicap et qui ne sera plus le cas. On est d'accord que ça touche tous les fauteuils roulants, quels qu'ils soient, que ce soit effectivement dans le sport, des fauteuils mécaniques, électriques. Normalement, ça touche tous les fauteuils roulants, pour tout le monde, quel que soit le type de handicap. Sans avance de frais, sans reste à charge. Sans avance de frais, sans reste à charge. Bon, une réaction peut-être pour vous, Jean-Marc Marx. Forcément, une mesure appréciée et largement normale dans la mesure où, effectivement, pour tout, je pense en particulier à tous les élèves qui fréquentent nos écoles et qui ont des problèmes on a besoin d'avoir un fauteuil roulant, c'est indispensable pour pouvoir être en capacité de se déplacer. Ça paraît être le premier élément indispensable pour pouvoir avoir un moyen de participer, notamment à l'école, en fait. Bien entendu, et pour autant, on est en 2025 et c'est quand même que maintenant que cela arrive. Et vous le disiez, ce n'est qu'une étape face effectivement à une multitude de choses. Et si je peux me permettre, quand on parle de fauteuil, maintenant je parle d'accessibilité. Et avoir un fauteuil roulant gratuit, c'est bien. Mais quand on n'a pas les trottoirs adaptés, c'est compliqué. Quand on va dans une école et qu'il y a encore des marches, même si le fauteuil est gratuit, ça ne permettra pas la scolarité. Quand on va à l'université, quand on va dans un emploi, même si son fauteuil est gratuit, ça ne permettra pas l'accessibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous déplorez le fait que les infrastructures, tout ce qui est périphérique finalement à l'organisation de la vie n'est pas encore adapté. Je salue pleinement cette mesure du fauteuil roulant électrique, gratuit, pardon. Oui. Pour autant, aujourd'hui, l'infrastructure n'est toujours pas adaptée. Et ça, comment vous l'expliquez aujourd'hui ? Je pense qu'on est très en retard en France. On est très en retard sur la notion de l'inclusion. Alors l'inclusion, c'est un grand mot qui est assez compliqué pour moi, puisque quand on parle au niveau médical, l'inclusion, c'est quand même introduire de force un corps étranger dans notre corps. Je ne suis pas sûr que le handicap, on soit obligé de l'introduire de force. Par contre, adapter le champ des politiques publiques, adapter les trottoirs, adapter l'école, adapter l'emploi au handicap, là, ça devient beaucoup plus important. Et
il n'y a pas encore une politique assez forte et porteuse qui permet aujourd'hui de faire en sorte que des personnes en situation de handicap, qui plus est en fauteuil roulant, puissent se mouvoir dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. On l'a dit, le fauteuil roulant, donc 2025, entièrement gratuit 2025. La loi handicap, elle date d'il y a 20 ans quand même. 20 ans, oui. 20 ans, 2005. En 20 ans, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme avancée aujourd'hui, Jean-Marc Marx ? Disons que sur la question de l'accessibilité physique des bâtiments scolaires en particulier, ça reste toujours un sujet à plein d'endroits. Mais après, voilà, il y a tout le travail qui a été mené depuis 20 ans pour favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap. On est quand même sur un développement très fort avec toutes les limites qu'il peut encore avoir, mais on a quand même plus de 500 000 élèves aujourd'hui qui sont scolarisés avec une reconnaissance d'être élèves en situation de handicap. Et un fort développement avec, y compris dans les années récentes, un développement qui continue à progresser avec de plus en plus d'élèves en situation de handicap qui sont en inclusion dans nos écoles. Pour l'UNAPI, qui est donc une des principales associations dans le secteur du handicap, mais notamment intellectuel principalement, moteur aussi, mais surtout handicap intellectuel, et le chiffre de près de 50 000 élèves sans accompagnement est réel, et c'est que la partie immergée de l'iceberg. J'aimerais une réaction. Aujourd'hui, c'est une très belle avancée, mais en fait, il y a quand même 13% des enfants en situation de handicap qui n'ont pas du tout accès à la scolarité. Il y a 38% des enfants qui sont en situation de handicap qui n'ont accès à la scolarité de façon que partielle. Quand je dis partielle, c'est 1 heure, 2 heures par semaine, et encore quand tout va bien, et qui sont suivis par un établissement médico-social ou par un CESAD. Donc je pense qu'en effet, il y a eu des grandes avancées depuis 2005, puisque vous l'avez dit, aujourd'hui on est en 2025 et il y a des milliers d'enfants qui peuvent aller à l'école. Pour autant, on reste quand même un peu, pour moi, très très en retard sur la notion de la scolarité, qui est loin d'être satisfaisante, et on peut pas se satisfaire encore de se dire qu'on a 38% des élèves en situation de handicap qui n'ont qu'une ou 2 heures de scolarité. Je comprends tout à fait votre point de vue en tant que président d'association, et puis des familles qui sont concernées, et puis des élèves. Enfin, évidemment, c'est sûrement pas satisfaisant, mais en même temps, nous, on voit bien que du côté de l'école inclusive, pour schématiser, il y a des difficultés importantes pour accueillir tous les élèves qui sont déjà accueillis, et donc le sujet, c'est de savoir est-ce que simplement on essaye d'augmenter le nombre d'élèves qui sont en inclusion, ou est-ce qu'on se donne les moyens de faire en sorte que ces inclusions se passent bien pour les élèves, pour les accompagnants, pour l'ensemble des personnes qui sont en charge de la réussite de la politique d'inclusion. Pour nous, c'est ça un sujet qui est aussi très important. C'est une vraie question que vous posez et qu'on ne pose pas souvent lorsqu'on parle de handicap, parce que finalement, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui. Évidemment, les dispositifs Ulysse, ou encore je crois qu'on appelle ça les PAS, en tout cas PAS pour les pôles d'appui à la scolarité, ou les IME. Est-ce qu'on je pose la question, est-ce que ce n'est pas une compensation, finalement, ces structures-là, ces dispositifs-là, au manque réel de l'inclusion, finalement, plutôt qu'une véritable inclusion qui devrait se faire en classe ordinaire? C'est un vrai débat, peut-être presque philosophique, mais je dirais quand même qu'on aborde ce sujet. Aujourd'hui, en France, on est quand même les champions du millefeuille des dispositifs. Donc en effet, général, on peut le dire dans tout, je crois. Mais, en tout cas dans la scolarité, ou en tout cas dans le secteur du handicap et du grand âge même, on est quand même dans une superposition de millefeuilles de dispositifs qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, et qui mettent pour moi un système en effet de compensation par rapport aux enfants qui sont en situation de handicap, et qui ne permet pas une inclusion réelle et totale. Quand je dis une inclusion réelle et totale, c'est pas forcément l'accessibilité à la scolarisation, mais c'est l'accessibilité aux apprentissages. Il y a une vraie différence pour moi. Il y a beaucoup d'enfants qui sont l'angle mort des politiques publiques, qui sont les enfants les plus vulnérables et qui n'ont pas accès à l'école, parce qu'ils sont extrêmement vulnérables, parce que très médicalisés. Pour autant, ils doivent avoir accès aux apprentissages, et c'est aussi à l'école de pouvoir aller dans les établissements. Donc si je vous suis, c'est pas tant une affaire de lieu, c'est-à-dire quand je parle des Ulysse, des PAS, des IME, etc., mais davantage effectivement de ces apprentissages qui ne vont pas vers ces enfants. C'est peut-être ça, non, Jean-Marc Marx? Alors, c'est sûrement la difficulté, mais nous, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir des enfants qui, par exemple, ont des notifications pour être dans des établissements médico-sociaux, et puis qui, en fait, sont dans des classes dites ordinaires, et où on se rend bien compte que le simple travail qui est fait par les enseignants, par les AESH sur l'accompagnement dans les apprentissages, sur le plan purement pédagogique, n'est pas suffisant en termes d'accompagnement pour ces enfants. Et donc, il y a pas mal de difficultés. Et
Et nous, ce qu'on est plutôt, on prendrait plutôt le problème à l'envers, c'est qu'on considère qu'on a des élèves dans nos classes qui pourraient mieux réussir et puis être plus en situation d'accéder aux apprentissages s'ils pouvaient avoir tous les accompagnements dont ils ont besoin. Et puis, je parle en particulier d'accompagnement type éducatif, ou parce qu'un enfant qui, par exemple, qui est scolarisé dans un IME, il a 3 dimensions dans son suivi. Il y a un suivi dans les apprentissages, il y a un suivi thérapeutique souvent, et puis il y a un suivi éducatif. Or, quand ils sont dans des classes dites ordinaires, souvent le seul accompagnement auquel ils ont vraiment accès, c'est celui de l'enseignant, de l'AESH. C'est surtout de l'accompagnement sur les apprentissages. Et il y a des dimensions qui manquent. Or, ils devraient pouvoir bénéficier exactement du même accompagnement que celui qu'ils auraient s'ils étaient dans la préconisation initiale de la MDPH. Et il y a des choses que nous ne savons pas faire, et vis-à-vis desquelles, là je parle au nom des enseignants, des AESH, on est en difficulté, alors qu'il y aurait sans doute besoin d'avoir un apport extérieur. Je pense en particulier à des professionnels du médico-social qui pourraient nous donner des éléments pour pouvoir mieux travailler avec ces élèves et faire en sorte qu'ils se sentent mieux à l'école, qu'ils soient en situation de progresser dans les apprentissages, mais aussi dans leur socialisation, et que les collègues et les classes rencontrent moins de difficultés, parce que souvent c'est source de problèmes. Évidemment. Des équipes mobiles d'appui médico-social à la scolarisation, EMAS, ont été déployées sur tous les départements. Est-ce que ça veut dire que réellement ce n'est pas effectif en fait? C'est démago, ou en tout cas voté, mais pas du tout finalement mis en place? Ou est-ce qu'il y a un manque de communication sur le sujet et qu'on est désinformé? Un peu des deux. Un peu des deux. Je pense qu'on est désinformé. Je pense que c'est assez démago dans le sens où aujourd'hui, réellement, c'est pas complètement mis en place. Pourquoi c'est pas mis en place? Parce que ça sous-entend des mesures de ressources humaines. Aussi bien dans le cadre des médico-social que dans le cadre de l'éducation nationale. Et on voit à quel point aujourd'hui, que ce soit le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation nationale, on est bien en peine de trouver des professionnels qui soient formés, qu'on puisse former pour accueillir les personnes les plus vulnérables. Donc en effet, c'est des dispositifs qui existent, comme ce que je disais tout à l'heure, un millefeuille de dispositifs, pour autant qu'ils ne sont pas... Alors, les AESH, parlons-en, parce que c'est un vrai sujet ici, on en parle très souvent, on va en reparler encore maintenant. Accompagnants des enfants en situation de handicap, on les appelait les AVS à l'époque, ils sont évidemment essentiels à l'apprentissage des enfants, essentiels aussi pour les profs. Vous êtes professeur, monsieur? Oui, je suis professeur des écoles, oui. Ouais, vous êtes professeur des écoles, donc vous aussi, vous travaillez, j'imagine, avec des AESH quand il y en a. Parce que la problématique, c'est que pour à peu près 430 000 enfants en situation de handicap, il y a 130 000, il me semble, AESH aujourd'hui, sachant qu'il y a eu davantage d'AESH qui ont été proposés, mais on est en phase descendante dans le nombre. Donc là, 2000 AESH supplémentaires, mais toujours des conditions précaires de travail. C'est toute la difficulté en fait. Il y a 2 difficultés. Il y a la précarité de l'emploi, le fait que ça soit pas très bien rémunéré, pas très bien reconnu, qu'il n'y ait pas vraiment de formation. Enfin, il n'y a pas de formation initiale ou de formation réelle en cours d'exercice de l'activité professionnelle. Et puis la deuxième difficulté aussi, c'est... Pourtant, il y a un programme national de formation. Il y a un programme de formation, mais après, on voit bien que sur les publics qui sont accompagnés, les élèves, ils ont chacun des profils différents, il y a différents types de handicap. Donc la formation n'est pas pédagogique, n'est pas bonne? Il y aurait besoin d'avoir une formation continue qui soit importante et une formation initiale aussi qui soit très importante. Et pour les enseignants et enseignantes, c'est le même sujet, c'est-à-dire il y a un élément de formation qui est indispensable pour pouvoir être en capacité de mieux accompagner les élèves qui entrent dans le cadre de l'école inclusive. Mais pour en revenir aux AESH, c'est évident que la difficulté de trouver des personnes tient aussi aux conditions dans lesquelles on les fait exercer. Je pense en particulier aux AESH mutualisés qui sont sans cesse répartis d'un élève entre d'autres différents élèves, avec parfois des réaffectations au jour le jour sans qu'on leur demande leur avis. Et puis sur le fait que, comme on essaie de répartir une forme de pénurie, on respecte à la fois pas les notifications
estimations qui ont été faites par les MDPH en termes de volume d'accompagnement pour les élèves. Et en même temps, on se retrouve à avoir des AESH qui suivent plusieurs élèves en même temps, parfois sur plusieurs écoles ou établissements en même temps, ce qui ne fait que rendre encore plus compliqué l'exercice de leur métier. C'est le cas d'ailleurs la plupart des AESH. Aujourd'hui, il y a une petite avancée dans ce Targ-l'État, et je vous vais vous demander de réagir, Sébastien Le Goff. Donc l'État prend désormais en charge l'accompagnement sur la pause méridienne de ces fameuses AESH. Je dis fameuses parce qu'elles sont 98% à être des femmes aujourd'hui. Et donc, je me pose la question de savoir si c'est dérisoire ou pas, cette prise en charge de la pause méridienne, ou vraiment ça compte. Je pense que rien n'est dérisoire. Je pense que ça, alors de là à dire que ça compte. Ça va motiver les AESH à reprendre le métier, à revenir? Je ne pense pas. De là à dire que c'est dérisoire, non, c'est toujours des petites avancées. Pour autant, je ne suis pas sûr que ça va motiver les AESH à revenir. Je pense qu'en matière de lien, il y a les AESH d'un côté et puis il y a tout le lien avec le médico-social. Et je pense que quand on parle de formation, d'accompagnement des AESH, c'est plus suffisant actuellement. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure en matière de formation de ça, mais je pense que le médico-social doit aussi être un vecteur qui pourra soutenir l'éducation nationale en tout cas. On parle des TND aussi, donc des troubles du neurodéveloppement. Il y a 75 nouveaux dispositifs pour les élèves qui sont atteints de troubles du neurodéveloppement. La création d'unités autisme. Et donc, j'aimerais vous poser cette question, voilà, savoir si ces mesures, est-ce qu'elles sont suffisantes pour répondre aux besoins? On a l'impression que 75 dispositifs, sans vraiment grand détail, on ne sait pas trop où ça mène. Pour le coup, la question de TND, elle est extrêmement complexe puisqu'elle est dans beaucoup de types de handicap. Donc déjà, il faudrait savoir de qui on parle. Les TND, c'est assez vaste. Et puis 75 dispositifs, on ne sait toujours pas de quoi on parle. Mais c'est ça, ouais. Quand on parle de dispositifs, derrière, on parle aussi de financement. Donc on ne sait pas comment c'est financé. Et puis quand on parle d'élèves qui ont des TND ou qu'on parle d'élèves qui sont en situation de handicap, on parle souvent de continuité. Aujourd'hui, ce qui permet la continuité dans les apprentissages, c'est les AESH, c'est le médico-social. Et aujourd'hui, ces 70 dispositifs aujourd'hui, sont extrêmement, exposent vraiment une forme de rupture dans les accompagnements. En fait, on ne sait pas de quoi on parle et de qui on parle. Mais vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas informé, ce qui m'étonnerait, ou parce que justement la question se pose, c'est-à-dire que est-ce que l'État, encore une fois, a pris des dispositions qui sont des dispositions un peu pour des couches pour pouvoir calmer tout le monde, ou est-ce qu'il y a une réelle volonté de faire changer les choses? Je pense qu'il y a une volonté de faire changer les choses. Après, il faut savoir qu'on est dans le plan de 50 000 solutions qui a été voté, qui a été annoncé par Monsieur le Président. Pour autant, dans les 50 000 solutions, on attend vraiment un déploiement effectif. Une des solutions les plus importantes, c'était les fauteuils roulants gratuits. Pour autant, maintenant, on a des plans pour les personnes TND, pour les personnes polyhandicapées. Pour autant, on ne sait toujours pas de qui l'on parle, quels sont les besoins, quelles sont les évaluations des besoins, et ça va être très compliqué. Et puis, bien sûr, les disparités territoriales qui sont absolument énormes. Un petit mot là-dessus, Jean-Marc. Alors après, dans ces dispositifs, il y a par exemple les UMA, c'est quand même des unités d'enseignement maternel autiste qui sont importantes parce que c'est à la fois un moyen de scolariser ces enfants et souvent c'est aussi pour les collègues qui sont dans les écoles où elles sont implantées, c'est une ressource importante aussi de pouvoir échanger pour le coup avec des professionnels qui, eux, ont des compétences particulières. Enfin, c'est aussi ça, le fait de pouvoir intégrer des structures hyper spécialisées, entre guillemets, dans le cadre de l'école, c'est aussi à la fois un moyen d'avoir des ressources disponibles, parce que forcément, l'objectif, c'est bien que ça ne fonctionne pas en tuyau d'orgue, et puis que ces dispositifs soient parallèles, même s'ils sont physiquement présents sur le même lieu. C'est les échanges qui se font ensuite entre professionnels, qui peuvent aussi être très importants pour l'ensemble des élèves, en fait, parce qu'il y a les élèves qui sont scolarisés dans la structure ou qui sont pris en charge dans le cadre d'un dispositif d'inclusion, mais il y a tout ce que les professionnels qui sont liés à ce dispositif peuvent apporter aux autres collègues de l'école ou de l'établissement scolaire par les échanges qu'ils peuvent avoir avec leurs collègues, entre collègues et entre professionnels. C'est ça qui est nouveau finalement, c'est tout ce qui va vraiment intégrer les établissements. Les dispositifs médico-sociaux dont on a parlé, qui sont d'un coup intégrés directement au sein des établissements scolaires, c'est ces personnes dont on peut effectivement faire appel, à qui on peut faire appel pour travailler avec les professeurs des écoles ou les professeurs des collèges et des lycées. Est-ce que ça, réellement, ça va être fluide dans le quotidien ?
Dans l'idéal, il faudrait que ce le soit, mais après, il y a des problèmes de structure, d'infrastructure. Il faut des locaux. Il y avait dans les éléments qui avaient été mis en place à l'époque du lancement de l'acte 2 de l'école inclusive, avec notamment sous la poussée entre guillemets du ministre Pape Ndiaye, il y avait l'idée aussi d'avoir des IME implantés entre guillemets dans des établissements scolaires, toujours pour cette idée comme ça d'avoir une forme de proximité entre des établissements très spécialisés et puis de favoriser aussi à la fois des interactions entre des professionnels, mais aussi de permettre des allers-retours entre des structures aussi. Je pense que ça, c'est aussi un élément qu'on évoque pratiquement jamais, mais qui pourrait aussi être intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des élèves qui sont dans des établissements médico-sociaux, il y a des élèves qui sont dans les milieux, dans les écoles ou les établissements dits ordinaires. Mais comment on pourrait arriver aussi à avoir une forme de fluidité entre les deux structures et qu'on ne soit pas soit uniquement dans l'un, soit uniquement dans l'autre, ou qu'on puisse avoir des formes de mobilité, parce que en fonction il y a aucun enfant en situation de handicap n'a forcément une situation qui n'évolue pas au cours de sa scolarité ou de son parcours. Comment est-ce qu'on peut essayer d'articuler toutes ces compétences dans l'intérêt des élèves? Toutes les questions qu'on se pose. Je suis désolée, on a plus de temps malheureusement, mais en tout cas c'est fort intéressant de pouvoir échanger avec vous et de se réfléchir à la question de l'inclusion totale que souhaite le président ainsi que le gouvernement depuis un certain moment maintenant, même depuis la première présidence d'Emmanuel Macron. Donc on espère que ça évolue encore positivement. Merci à vous deux. Sébastien Le Goff, vice-président du groupe Polyhandicap France et directeur de l'asso Les Tout-Petits, et puis Jean-Marc Marx, secrétaire national de la CFDT, Éducation, Formation, Recherche publique, en charge du dossier de l'école inclusive. Merci. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve.